Monsieur le Président, je pensais limiter mon intervention à des propos techniques, mais le contenu des interventions de certains collègues oblige à ouvrir un peu différemment. D'abord avec d'autres ici pour regretter la précipitation de l'examen en deuxième lecture à l'Assemblée. La conférence des présidents mardi dernier en avait disposé autrement et la conférence des présidents ne laissait avant la fin du mois de mai apparaître aucun créneau pour l'examen de ce texte. Le gouvernement et sa majorité ont fait le choix de se précipiter, sans doute le retournement de l'opinion. Je crois que c'est mon collègue Fenech tout à l'heure qui a rappelé le sondage intéressant et c'était en effet le signe d'une évolution majeure du Parisien aujourd'hui en France de vendredi dernier, faisant apparaître, Madame le Ministre, que 55% des Français sont contre votre projet. Il faut bien s'interroger sur les raisons objectives de cette précipitation et je pense que c'en est la plus manifeste. Au reste, excusez-moi, mais quand vous évoquez la radicalisation, je pense que c'est assez largement... alors, soit certains sont de mauvaise foi, soit il faut toujours partir de cette idée qu'ils peuvent être de bonne foi, mais vous vous auto-intoxiquez. Comme d'autres ici, je condamne, j'ai condamné et je condamnerai toujours toute violence, quand bien même fût-elle circonscrite, quand bien même fût-elle unique, toute violence doit être condamnée. Je vous invite simplement à comparer la manière assez remarquable sur laquelle le mouvement social puissant dans lequel nous sommes, qui est un mouvement social qui rayonne largement dans la société française, de quelle manière ce mouvement est contenu, respectueux de l'ordre et de la liberté, de la dignité des personnes, alors que nous avons connu dans ce pays des mouvements sociaux qui étaient bien davantage perturbateurs de l'ordre public et attentatoires à la liberté et à la dignité des personnes. Nous entendons, comme le dit Philippe Gosselin, on en fait même des lois d'amnistie. Nous entendons parfois un certain nombre d'amalgames que je n'hésite pas à qualifier de fascisants. Et je me permets d'attirer votre attention, comme je crois M. Dussopt l'a très heureusement rappelé, que s'agissant aussi bien des parlementaires que des responsables de manifestations et des participants aux manifestations de l'organisation desquelles nous sommes proches, aucune expression, aucun sous-entendu, aucune implication d'homophobie n'a jamais été prononcée. Et s'il y avait à un moment un quelconque débordement, nous le condamnerions. Nous le condamnerions. Cela vous a, Monsieur Dussopt lui-même l'a reconnu, cela vous a sans doute beaucoup navré que nous ne tombions pas dans les pièges que vous espériez. Il se trouve que nous sommes suffisamment attachés aux droits des personnes, suffisamment respectueux des personnes, de tous nos concitoyens, pour ne pas tomber dans ces pièges. Oui, Monsieur Dussopt, nous devons faire preuve de prudence et de vigilance, car la matière est délicate. Oui, nous devons être attentifs à chacun de nos concitoyens, et nous le sommes. Alors, d'abord, je commencerai, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, par vous remercier, et remercier aussi le Sénat d'avoir adopté un amendement que nous avions, que j'avais proposé, et j'aurai là un point de vue un peu différent de celui de Jean-Frédéric Poisson, en première lecture à l'Assemblée, lequel amendement a été refusé par la majorité, en tout cas par le Parti socialiste, parce que je crois que du côté du groupe des Verts, vous n'étiez pas exactement sur la même ligne. Mon collègue Coronado a la courtoisie de le reconnaître à l'instant, récusé uniquement pour des raisons de droit d'auteur. Excusez-moi, c'était un peu petit. Il se trouve, s'agissant, je vise là l'article 16 bis, de la protection des personnes à l'étranger, au-delà de la seule situation de mariage que vous aviez initialement prévue, que nous avons, et le groupe UMP a proposé un dispositif bien plus audacieux en termes de protection des personnes, sans présupposer de leur orientation sexuelle, de sorte que cette protection puisse s'adresser à la fois aux salariés,
puissent permettre aussi que leurs enfants en bénéficient et être suffisamment larges de sorte à ce que, en effet, cette protection soit réelle et opérationnelle. Le Sénat l'a adopté, je l'en remercie. Vous vous y ralliez, je vous en félicite. Vous l'aviez récusé en première lecture. Excusez-moi de vous le dire, solennellement, mais en termes de défense des droits des personnes homosexuelles, ça n'est pas glorieux de votre part. C'est une réalité. C'est une réalité et vous le reconnaissez. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, s'agissant de la ratification, de l'habilitation à ordonnance, et de l'article 4 bis, je pense que nous aurons soit à l'occasion de l'ouverture des travaux de la Commission, soit lors de la discussion de l'article 4 bis, des éclaircissements à la fois du rapporteur et du ministre. Parce que, enfin, nous avons démarré avec un texte du gouvernement que le rapporteur a considéré comme imparfait, pour le moins, et a voulu corriger avec l'article Balai. Madame le ministre nous a expliqué qu'en termes de légistique, elle avait dans un premier temps préféré une autre solution. Enfin, cette solution amenait une suppression fréquente des mots de père et de mère, et donc politiquement, il était plus astucieux de pratiquer l'article Balai. Nous avons dénoncé, en commission comme en séance, le recours à l'article Balai qui nous paraissait une approche de l'ordre de la construction fictive, et surtout quand on regardait les recherches ont été faites par la Commission, et je l'en remercie. Les précédents qui pouvaient exister en termes d'article Balai, c'était des précédents essentiellement techniques, et d'aucune manière d'une portée aussi considérable que l'article 4 bis de ce projet de loi. Nous avons entendu votre démonstration, monsieur le rapporteur, et elle paraissait très convaincue, et le soutien que le gouvernement et la majorité lui ont apporté. Et patatras, au Sénat, un rapporteur, certes, sur le fond très éloigné de nos idées, mais assez exigeant en droit, a complètement démonté votre construction. Excusez-moi, monsieur le rapporteur, mais dans des termes que nous n'aurions pas imaginés aussi sévères dans l'opposition ici. Et nous nous retrouvons avec une approche totalement différente, qui est celle de l'habilitation à ordonnance. Habilitation à ordonnance, donc amendement du gouvernement, nécessairement, voté au Sénat, au final validé par un vote à main levée au Sénat, avec un champ d'ordonnance, un champ d'habilitation qui est extrêmement vaste. Ça me pose d'ailleurs un petit problème au regard des critères habituellement reconnus par les décisions du Conseil constitutionnel quant au champ légitime d'ordonnance. Et excusez que l'on considère depuis longtemps, Charles X et sans doute avant, que les ordonnances, quand on pense que leur base constitutionnelle n'est pas bonne, c'est en effet de l'ordre du coup d'État législatif. C'en est même à peu de choses la définition. Plus précisément, Madame le ministre, est-ce que vous pouvez... Oh, je trouve que l'actuelle majorité commence à y ressembler. Est-ce que vous pouvez... Pardon ? En tout cas, ce sont les ordonnances et ça s'est terminé de manière glorieuse. Madame le ministre, pouvez-vous nous indiquer quand le gouvernement envisage l'examen des projets à venir de ratification des ordonnances? Car vous êtes contraint par le projet de loi à déposer dans un délai les projets de ratification. Mais il n'y a pas de contrainte connue a priori du calendrier de l'examen de ces projets. Est-ce que la Commission peut être informée des intentions, et peut-être le gouvernement peut-il prendre sur une procédure aussi raide que celle-ci, des engagements en termes de calendrier d'examen et qu'ils les tiennent. Je poursuis sur un point, mais je remercie là aussi le Sénat, et tout à l'heure le rapporteur a abordé ça de manière très pudique, et d'autres intervenants, c'est la correction faite par le Sénat des délibérations de cette commission et de l'Assemblée sur le nom patronymique. Notre groupe, l'opposition, avait alerté sur le changement fondamental du régime du nom patronymique que vous vous apprêtiez à opérer. Et vous avez semé du brouillard avec un réel succès pour faire en sorte que la presse et l'opinion ne saisissent pas
la portée de ce changement. Et nous avons eu beaucoup de mal à faire comprendre ce que cela voulait dire. Je rends acte au garde des Sceaux qu'elle avait compris et reconnu qu'il y avait des absurdités, vous l'avez dit en termes polis en séance, mais vous l'avez tout de même dit, Madame le garde, qu'il y a des absurdités auxquelles le gouvernement ne se résigne pas encore tout à fait, et je remercie la majorité au Sénat d'avoir corrigé ce point. Cela devrait amener la majorité à l'Assemblée à beaucoup d'humilité. Et puis, peut-être la majorité, ou vous-même, Monsieur le Président, pouvez-vous nous éclairer sur ce que pourrait être, parce qu'au fond, les débats sont tout de même un peu liés, vos intentions lorsque nous viendrons le 25 avril présenter la proposition de loi organique sur la mise en œuvre du référendum d'initiative partagée. Vous m'avez rappelé, Monsieur le Président, que sous la précédente mandature, votre groupe ici n'avait pas voté ce texte. Je crois que cela se dit comme cela. Vous n'aviez pas voté contre, mais vous ne l'aviez pas voté. Je dis juste. Nous avons constaté au Sénat une évolution significative du dispositif qui avait été voté ici à l'Assemblée, et le groupe UMP a décidé, dans le cadre des créneaux dont il dispose, de le mettre à l'ordre du jour de notre Assemblée le jeudi 25 avril. Pour faire avancer les choses et pour faire avancer la démocratie dans notre pays, et c'est important aussi pour le sujet qui nous occupe, nous avons l'intention au groupe UMP de nous rallier à un vote conforme. Le vote conforme, peut-être parfois, pas sur le projet de loi mariage, mais dans le cas d'espèce, peut-être une bonne idée. Je souhaitais juste m'assurer que le groupe socialiste ou d'autres groupes de la majorité n'entendent pas faire de la guerre de position et empêcher ainsi que le référendum d'initiative partagée puisse effectivement trouver sa place dans notre ordre légal. Monsieur le Président, est-ce que le Président de la Commission peut nous donner son avis sur ce texte? Il peut en avoir un. Et est-ce que la majorité peut nous dire, car cette question n'est pas sans lien, je le redis, avec le projet de loi mariage, si elle envisage, en cohérence avec la majorité sénatoriale, vous envisagez un conforme sur le texte mariage aujourd'hui, envisage de soutenir un projet qui pourrait nous rassembler tous ensemble pour le référendum d'initiative partagée, dont on se dit alors qu'il pourrait aussi bénéficier au projet de loi sur le mariage.